Okay. 19h. Ouais, 19h, Madame, Messieurs, nous sommes de retour, je ne cesserai de le dire depuis tout à l'heure, depuis le mois de juin qu'on s'est laissé. Alors, nous sommes avec vous pour une belle saison à venir. Nous commençons à avoir des invités pour vous. Nous avions tout à l'heure Bouskat de PAJU, Palestiniens et Juifs Unis, qui nous parlait de la situation de la Palestine, donc depuis qu'on s'est laissé, et aujourd'hui, maintenant, 19h jusqu'à 20h, nous recevons pour vous, Madame, Monsieur, Madame Christine Dandenot, c'est la présidente du Parti marxiste-léniniste du Québec. Elle est là avec nous pour une mission spéciale. Spéciale pourquoi? Parce qu'à Cabaret des idées, même dans la média mainstream, Donald, ils ne prennent pas le temps d'expliquer aux gens ce que c'est que le vote. Souvent, les Occidentaux disent... Parce qu'ils ne veulent pas qu'on vote. Ben justement, mais non, ils veulent qu'on vote. Mais sauf que les Occidentaux, ce qu'ils font, on vote ils disent selon leur démocratie à eux. La démocratie pour eux, c'est le vote. Bullshit. Cependant, ils ne veulent pas que les gens comprennent. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire, dans les médias mainstream, vous allez voir jamais qu'ils prennent le temps d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que le vote. Pourquoi les gens votent? Est-ce que les gens devaient voter pour défendre leurs propres intérêts ou pour défendre un parti ou bien quelqu'un? Ils ne prennent jamais le temps de faire ça. Et souvent, il y a des commissions mises en place, des trucs comme ça, pour dire que, bon, on va préparer ça. Mais là encore, c'est le système. C'est le système qui prépare ça avec ses représentants, les représentants. Donc nous, à Cabaret des idées, comme nous ne faisons pas les choses comme les autres, on n'est pas des médias mainstream. Oui. Nous avons invité des gens qu'on refuse de donner la parole. Parce que vous n'allez jamais voir qu'on invite ces gens-là qui ont des choses à dire dans les médias mainstream. Voilà pourquoi nous invitons la présidente du Parti marxiste-léniniste du Québec, Mme Christine Dandenot, pour venir expliquer aux auditeurs, aux auditrices de Cabaret des idées, puisque les élections sont à venir bientôt. Que ce soit au Canada ou au Québec, vous allez voir. Il va y avoir d'ailleurs, il y a des partiels à venir. Mais il y a des lois. C'est les lois. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Voilà pourquoi Mme Christine Dandenot, on va lui dire tout de suite, pour qu'elle ait le temps, pour qu'elle prenne son temps, expliquer A, B, C, D, méthodiquement aux auditeurs de Cabaret des idées. On lui dit tout de suite bonsoir, bonsoir Mme Dandenot. Attendez. Je vous ai coupé la parole sans savoir. Allez-y là. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir Ismaël. Bonsoir Donald. Ça me fait plaisir d'être là. Ben oui. Alors Donald, est-ce que je t'ai appris, c'est ma présidente? Oh, oui, okay. Je savais ça. Ah, ok, parfait. Alors, Madame Dandenot, on vous a invité. Merci d'accepter notre invitation à Cabaret des idées. Alors, je viens de faire l'entrée en matière parce que nous avons cette responsabilité à Cabaret des idées d'éduquer les gens. Mais nous disons à Cabaret des idées, nous faisons ce qu'on appelle de l'éducation populaire. Éducation populaire, pourquoi? Pour élever le niveau de conscience des gens. Voilà pourquoi vous êtes là avec nous. Alors, dites-nous ce que vous avez pour nous. Qu'est-ce que pendant l'heure, vous allez nous expliquer pour que les gens comprennent, pour que les gens sachent prendre une décision éclairée. OK. Alors, par où commencer? C'est toujours le problème posé, oui. Parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la loi électorale et le système de représentation qui existe au Québec et au Canada. Je voudrais que vous traitez de deux aspects au cours de la prochaine heure, c'est-à-dire la loi électorale aujourd'hui, où elle en est, quel obstacle, qu'est-ce que ça signifie, le système électoral ici au Québec. Et l'autre volet, je voudrais parler dans la même direction de l'élection partielle qui a lieu dans la salle Aymar-Verdun. Parce que c'est un enjeu important qui se mêle en ce moment dans la circonscription. Je ne vais pas élaborer tout de suite, mais ça fait partie de cette discussion-là sur le besoin de moderniser la loi électorale. Tout à fait. Allez-y. Alors, sur la question de la loi électorale, c'est sûr que, comme on sait, le système canadien, c'est une monarchie constitutionnelle. Ça, c'est important à savoir. Et c'est un système qu'on appelle de démocratie représentative, qui a évolué au fil des ans
et qui a les problèmes qu'il rencontre aujourd'hui, c'est que la question d'une élection, la question d'une loi électorale, se pose ainsi: à qui elle sert et pour qui elle a été mise sur pied? Qu'est-ce qu'elle veut accomplir? Qui est-ce qui décide? L'élection comme telle, normalement, dans un système qu'on dit de démocratie, les électeurs doivent pouvoir participer pour décider quel gouvernement va défendre un programme X durant la prochaine période. L'élection, comment elle fonctionne ici, c'est que le problème qui est posé, c'est que la loi électorale est organisée objectivement pour marginaliser les électeurs de la vie politique, de la participation à la vie politique. C'est la première chose qu'il faut comprendre de la loi électorale. Si on regarde la loi électorale comme telle, c'est un gros document qui présente principalement qu'est-ce que les partis politiques doivent faire, comment ils sont gérés, comment ils fonctionnent et comment fonctionnent les dépenses électorales. Alors, la loi électorale ne s'adresse pas à la question de comment les gens ont leur mot à dire dans la vie politique. La loi électorale te dit, tu as le droit de voter, c'est le droit civique qu'on te donne, et un point, c'est tout. Tu as le droit de choisir un gouvernement, on dit choisir, mais en définitive, j'ai fait un calcul, quelqu'un à partir de 18 ans peut voter jusqu'à 80 ans. À cause du système électoral, par exemple, qu'on vote à tous les 5 ans, il a 12 fois l'occasion de voter. Dans sa vie. Dans sa vie. Alors, évidemment, c'est un problème parce que ce que la loi, c'est le système qu'on a ici électoral. Il est organisé pour, dans l'expérience de tout le monde de toute façon, c'est que les électeurs sont une masse votante. La masse votante, on doit, en tant que parti, les gros partis vont faire la cour, vont chercher les votes, et c'est de plus en plus sophistiqué aujourd'hui parce que c'est des banques de données qui sont remis aux partis politiques et qui peuvent bâtir un système de micro-ciblage pour aller chercher le vote sur une base individuelle. Alors, il y a l'élimination, si on peut dire, d'une discussion collective, parce que c'est l'individu qu'on va chercher. Alors ça, c'est un problème que la loi électorale permet, c'est-à-dire que tu as une codification sur le fait que chaque parti a le droit d'avoir la banque de données de tous les électeurs, incluant l'âge, incluant le sexe, l'adresse, etc. Ils peuvent prêter serment comme quoi ça va juste être utilisé au niveau électoral, mais en définitive, l'expérience de tout le monde, c'est que maintenant, de plus en plus, on reçoit des téléphones, allez-vous voter pour nous, patati patata. Les banques de données sont utilisées pour faire du micro-ciblage et éliminent la participation des électeurs dans la vie politique. Ne le permet pas, tout simplement. L'autre problème, il y a beaucoup d'autres aspects dans la loi électorale qu'il faut mentionner. C'est évidemment, tout le monde le voit, c'est que le droit à un vote éclairé, si on peut dire, n'existe pas. C'est un droit dans la loi électorale, mais en pratique, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'on connaît les grosses campagnes médiatiques. Tu as une couverture gratuite que les médias font aux partis politiques. L'année longue, même si on peut dire qu'ils sont toujours en campagne électorale, parce qu'il y a toujours une possibilité peut-être d'avoir une élection quelque part, élection partielle, etc. Mais c'est une machine qui est légale, c'est-à-dire que dans la loi électorale, la loi électorale ne peut pas légiférer les médias. Pardon, juste une petite parenthèse. Ouais. Rappelez-vous ce que vous êtes en train de dire. Vous dites que c'est une faveur, on donne la possibilité aux partis politiques. Mais il y a beaucoup de partis politiques ici qu'on n'entend pas du tout dans les médias. C'est quelques 2-3 partis politiques. C'est pas les partis politiques, mais des partis politiques du système, moi, je dirais. Oui, exact. Tu as tout à fait raison, parce que, évidemment, on entend toujours parler des partis qui ont, entre guillemets, la possibilité de prendre le pouvoir. Parce qu'en définitive, la loi électorale gère quel parti politique va prendre le pouvoir. Fait que l'élément qui est très important là-dedans, c'est que les électeurs sont exclus et du choix
du candidat parce que c'est présélectionné par des partis politiques. Et quand on parle surtout principalement des gros partis, parce qu'il y a 23 partis politiques au Québec ou 22, mais on entend parler des 5 gros. Alors, eux présélectionnent les candidats et choisissent les programmes. Et les électeurs ne peuvent pas choisir le candidat ni le programme. Quel programme, ensemble, on a besoin pour résoudre tel ou tel problème qu'on fait face aujourd'hui dans la société? Cette discussion-là, elle n'existe pas dans l'élection. Ce qui existe, c'est des partis politiques élaborent un programme, font toute leur publicité, etc. Une image d'un bel homme, d'une belle femme, souvent, toutes sortes aussi. de choses comme ça. Et après ça, le candidat n'est pas choisi par l'électeur. Fait qu'évidemment, ça c'est le système de démocratie représentative qu'on a. Et l'autre élément, c'est que ta représentation, elle existe. La représentation, c'est l'État qui est représentant de la monarchie britannique et de la couronne. Aujourd'hui, c'est le roi Charles. Avant, c'était Élisabeth. Mais on est encore dans ce système très, je dirais, arriéré, mais très dépassé, et qui fait en sorte que tu as un très bas taux de participation dans les élections. Pour toutes sortes de raisons, au fil des ans, quand on va voter, ce qu'on dit, ben je vais voter pour le moindre mal, ou je ne veux pas perdre mon vote, là, de toute la publicité, ou je ne vais pas voter, ou X, Y, Z, ce qui fait que tu as un désintéressement de la politique parce que les citoyens sont à l'écart de toute discussion sur toutes les questions qui concernent. Parce que toutes les questions d'un pays, la politique au pays, ça concerne tout le monde. Mais on vous dit juste, choisissez, laissez votre pouvoir à quelqu'un d'autre qui va agir en votre nom, mais ne vous représente pas. Parce que, par exemple, avec notre système qu'on a, ça c'est un autre volet, le système uninominal majoritaire à un tour. La dernière élection, j'ai juste trouvé une statistique, là. Parce que c'est intéressant, Donald, pendant que Mme Landonneau est en train de chercher, en fait, des données précises pour nous, c'est intéressant. Donc, le citoyen, elle dit, est marginalisé quelque part. Absolument. Hein? Le citoyen n'a pas le choix, on le conditionne. Allez-y, madame. Je veux donner l'exemple des dernières élections du gouvernement Legault. Le gouvernement Legault a reçu un mandat pour gouverner pendant les 4 prochaines années. Leur slogan, c'était « Continuité et stabilité ». Et seulement 73% des électeurs n'ont pas voté pour la CAQ. Ça veut dire que la CAQ a été élue avec 20 quelques pourcents. 27%. Et il a eu une majorité absolue de sièges. Et il peut parler au nom de tout le monde. Alors, ça c'est un exemple. Il a eu 90 des 125 sièges, seulement 27% du vote. Mais ce système uninominal à un tour est pour élire quelqu'un qui va parler en ton nom par la suite et agir contre tes intérêts, parce que l'autre élément que je pense qu'il ne faut pas se leurrer, c'est que aujourd'hui, c'est un système de partis cartélisés. C'est un genre de petite mafia, finalement, qui agissent sur la base de leurs propres intérêts, qui ont toute une corruption dont on a connaissance par-ci, par-là. À un moment donné, ça fait les journaux, comme la commission Charbonneau, mais après ça, ça continue quand même de toutes sortes de formes. Une correction du copinage, nommer mes amis, etc. Mais l'essentiel de ça, c'est que le système de vote actuel existe pour mettre les partis au pouvoir, ces partis-là, des candidats, des députés, avec un très bas taux de participation et un très bas pourcentage. Fait que tous les autres électeurs d'une circonscription ne sont pas représentés. Si on dit que, par exemple, 27% des gens ont voté pour la CAQ, possible, ça c'est la statistique. Mais le reste des gens, où ils se retrouvent? Ça, c'est un problème. L'autre aspect, dans toute cette discussion-là, c'est que si on veut apporter des changements à la loi électorale, ce sont ces mêmes partis-là au pouvoir qui décident de la changer ou pas. Fait que la loi électorale comme telle, il faut la voir dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis c'est ça que ça veut dire. On légifère, par exemple, au niveau du financement. C'est un problème. La loi électorale au Québec
depuis l'époque de Bernard Drainville en 2013, alors qu'il était au Parti québécois. Maintenant, il est ministre, madame, messieurs, avec la CAQ. La CAQ. Oui. Il est ministre de l'Éducation. L'éducation. Oui. Je pense qu'il ne sait pas lire en plus. Non, là, c'est autre chose. L'autre aspect, c'est que la loi électorale a été modifiée pour le financement des partis politiques. C'était une époque où il y avait une crise avec les différentes commissions, Charbonneau, etc., où tu avais une grosse chute d'enthousiasme pour les partis politiques, évidemment. Fait que la loi électorale a été modifiée pour augmenter le financement de l'État aux partis politiques. Aujourd'hui, au Québec, l'Élection Québec finance, ou l'État finance à plus de 80% les partis politiques. Fait que l'indépendance des partis politiques, pourtant, c'est des entités privées. On s'entend? Tout à fait. Si on veut être membre d'un parti, ça nous appartient. Tout à fait. Mais le financement est organisé, que ce soit au niveau des allocations pour le nombre de votes. Après ça, tu as un système d'allocation pour les contributions à un parti politique. Oui. Si moi, je donne $1 à un parti politique, l'État verse $2,50 par dollar. Jusqu'à concurrence de 20 000, puis après ça, il donne $1 pour la suite. Oui. Mais c'est l'État qui finance. L'État finance aussi les rapports, les audits des partis politiques à moitié. Tu as aussi, en période électorale, le gouvernement redonne ce même montant-là aux partis politiques. Ce qui fait que ces mêmes partis-là, qui gardent le pouvoir, reçoivent des sommes incroyables. Je pense qu'ils reçoivent 94% du budget aux partis politiques, les gros partis, là, 94-95%, et qui les maintiennent en place finalement, parce qu'ils ont les fonds, les ressources. Mais ce que ça veut dire aussi, ça veut dire que chaque citoyen finance les partis pour lesquels ils n'ont pas voté. Cet argent-là vient du peuple. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Parce que l'État, c'est bon quoi? Système, hein? C'est quoi l'État? C'est les taxes que nous payons. Tout à fait. Hein? C'est toutes sortes de choses. Donc, c'est nous encore qui payons pour des partis avec lesquels nous n'avons aucune appartenance. Nous ne nous reconnaissons même pas là-dedans. Moi, est-ce que quelqu'un va me demander un jour de voter pour le Parti conservateur ou le Parti libéral, alors que je finance ça avec mes taxes? Oui. Il y a un problème, c'est vrai. Ben oui, il y a un problème. C'est une forme de corruption parce que une des discussions, c'est que le financement devrait servir au processus électoral, c'est-à-dire des mécanismes qui amènent les gens à participer à la vie politique, qui les informent. Par exemple, la simple demande, aussi simple que ça, c'est que tous les citoyens aient dans leur boîte à mal le programme de tous les candidats. C'est quelque chose de fondamental. Oui. C'est un élément, parce que chaque citoyen devrait avoir sa propre conscience, avoir l'information pour décider qu'est-ce qu'il veut faire. Ce qui n'existe pas, qui est une grosse bataille qui est menée par des partis qu'on dit marginaux, mais des petits partis, qui demandent depuis longtemps que chaque boîte à mal, chaque famille devra recevoir chez lui le programme de tous ceux qui se présentent dans une circonscription ou le programme de tous les partis. Ce qui est très minime comme demande. Tout à fait. Tout à fait. Écrit par chaque parti aussi. Ben oui. C'est une recommandation qui est déposée à l'Assemblée nationale depuis quelques années et qui est déposée, mais Élection Québec n'a pas autorité. Mais Madame Dandonneau, oui. Alors, on a fait ce détour pour faire comprendre aux gens, mais faisons une petite analyse. Nous subissons ça depuis longtemps. Que faire? Est-ce que nous sommes appelés de génération en génération à subir ça toujours? Malgré que c'est contre nature? Malgré que c'est contre nous? Nous sommes conscients que c'est contre nous? Quoi faire? Que faire? Ben, c'est un problème qui existe au Québec, au Canada. C'est le problème de la crise des institutions qu'on a actuellement. C'est des vieilles institutions qui datent de l'époque de 1867, de l'époque des Britanniques, et qui sont supposées être nos institutions démocratiques. Mais c'est des institutions qui... Dépassées complètement. Parce que même, on peut parler
l'effort qui a été fait, par exemple, par le Parti québécois, la dernière ouverture de l'Assemblée nationale, pour dire, nous, on ne prêtera pas allégeance à la reine. Finalement, ils ont gagné. Tout à fait. Et c'est très positif. Bien sûr. Mais ça demeure que l'institution, elle est représentative de la monarchie. Oui. Alors, on est pris avec cette vieille institution-là, avec le vieux système de vote qui fait que on s'assure que les citoyens ne puissent pas participer à l'ordre du jour du gouvernement. Mais ça, c'est l'autre problème. Mais on peut même poser la question, quand je vous écoute, est-ce que c'est véritablement une démocratie? Moi, je pense que le mot est manipulé. Pour moi, on ne vit pas dans une société où il y a la vraie démocratie. Moi, je n'y crois pas du tout. Surtout la façon que vous dites, ils sont financés sans qu'on sache du peuple pour financer les partis politiques, de faire ce qu'ils veulent, ils s'organisent, etc. Même au niveau des élections, choisir les candidats pour s'assurer que c'est des bons candidats qui vont travailler pour eux autres, tout ça. Donc, est-ce que c'est ça une démocratie? Non. Puis, parce qu'ils votent, pour moi, la démocratie, c'est plus qu'un vote. C'est toute l'application de comment la participation du peuple dans tout qu'est-ce que ça veut dire. Le débat autour de tout ça. Absolument. Débat pour savoir, je veux pas ça, je refuse, je jette, je rejette, j'apprécie, je change quand je veux. Mais c'est pas chaque 5 ans, on me dit, même si le parti qui arrive au pouvoir, il décide de m'éliminer, de m'appauvrir, de me décapitaliser pendant 5 ans, je dois l'accepter. Tandis que je refuse, pendant 1 an, je peux me sentir qu'il est en train de m'appauvrir. Non. Je ne peux pas dans cette démocratie représentative. Moi, je pense qu'il faut le dire ouvertement. C'est une démocratie libérale capitaliste. Une démocratie libérale finie. Tout à fait. C'est ça, exactement. Capitaliste, that's it. C'est pour ça qu'ils sont capables de manipuler, parce qui est au pouvoir? Ces partis-là. Hein? C'est les bourgeois, c'est les capitalistes. Ils le manipulent. Puis, mais c'est des représentants d'intérêts privés. Parce que Absolument. c'est la vie le révèle aussi, là. Mais l'autre élément que je n'ai pas mentionné tantôt, puis je pense que c'est aussi important, c'est la question des tiers. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, la loi électorale, encore là, légifère comment les tiers doivent agir dans une élection. Les tiers, ça peut être un individu, une organisation qui veut intervenir dans une élection. Ils ne sont pas un parti politique, ni un député, ni un candidat. Et la loi ici au Québec, c'est un petit peu différent au fédéral, mais la loi au Québec dit que tu ne peux pas intervenir directement en appuyant ou dénigrant un candidat. Et si tu veux participer ou organiser une assemblée pour favoriser un parti ou un autre, ou tu veux donner ton opinion, participer dans la discussion sur l'élection qui te concerne, tu ne peux pas. Si tu dépenses plus que 200 $ à organiser des réunions, tu dois t'enregistrer comme tiers. Fait que le citoyen ne peut pas participer et donner son point de vue dans une élection, c'est légiféré. On l'a vu il y a quelques élections, je pense, avec les Verts, pas les Verts, Greenpeace. FTQ avait fait la même chose, était intervenu. Je pense qu'il y avait toute la question des chômeurs. C'était au fédéral pour dire qu'on n'acceptait pas les coupures au niveau du chômage. C'était toute cette campagne-là. Ils ont été poursuivis. Et Greenpeace aussi, à un moment donné, a été poursuivi parce que ça a été jugé qu'il intervenait pour favoriser un parti versus un autre. Ça, cet après-midi, moi, j'étais à une réunion à la CSN, pour Prenons la ville, organisée pour les élections municipales. Puis la personne qui était là, Bertrand Guibard, qui travaille pour la CSN, le Conseil central de la ville de Montréal, tout ça, il nous a prouvé, au niveau provincial, que même le CSN avait contraint à la loi que tu viens de décrire, puis qu'effectivement, ils sont allés en cours et ils ont perdu 30 000 $. Ils n'ont pas le droit. Même la CSN, le Conseil central de la Ville de Montréal, ne peut pas pointer du doigt, ne peut pas faire ci, ne peut pas faire ça. Fait que là, j'ai dit, Chris, on est supposément des citoyens. Voter.
Ouais, exactement. Fait que là, tu te dis, puis là, j'écoutais ça de même, je me dis, puis au niveau municipal, ça existe-tu, ça? Parce que là, on s'est posé la question, parce qu'il y a une élection municipale qui s'en vient à Montréal. Il commence, là. Et puis, je me demandais, est-ce que nous, on a le droit d'intervenir, pas comme parti, mais comme mouvement? On a-tu le droit d'envoyer des idées, que ça? Là, on va faire la recherche, là. Oui, il faut faire la recherche des tiers. Oui, c'est exactement. Mais est-ce qu'on est d'accord que dans ce système, c'est normal? Parce que qui font les lois? C'est ces mêmes personnes. Ils ne vont jamais faire des lois contre eux, à la rigueur. Parce que s'ils se mettaient à faire des lois contre eux, le peuple prendrait le pouvoir. Le peuple serait au pouvoir. Parce qu'en principe, c'est quoi la responsabilité du peuple dans un vote supposé démocratique? C'est de mettre un pouvoir, mais le pouvoir n'est jamais au-dessus de la volonté du peuple. Dès lors que le pouvoir dépasse le peuple doit se défaire de ce pouvoir. Parce que c'est le peuple qui est souverain, normalement. Mais, si c'est ces gens-là qui continuent à faire des lois, ils vont faire les lois en fonction de leurs propres intérêts. L'exemple, je termine là, c'est que, vous voyez, quand ils se donnent des augmentations, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se donnent des augmentations mirobolantes, hein? Tandis que quand c'est l'ouvrier, celui qui vend ses forces, pour aller travailler, on lui donne des 25 cents, des 30 cents, des 55 cents, à la rigueur maximum. Alors que eux, la manière dont ils vivent, ils ont le droit de vivre dans le luxe, tandis que l'ouvrier qui produit la richesse, non, il peut crever de génération en génération pour qu'il continue à crever. Donc je pense que l'idée, il faut, je parlais déjà avec Donathan là, tout à l'heure, il faut mettre quelque chose de nouveau. Il faut finir avec l'ancien. Parce qu'il y a d'autres demandes. Je peux donner un autre exemple, puis je suis sûr que les récents événements vont montrer l'importance ou le fait que ça n'existe pas. C'est la question de la redevabilité. As-tu des comptes à rendre quand tu es élu? On n'a pas de mesure. Parce que si tu élis un gouvernement, des députés, ils sont redevables, ils devraient rendre des comptes. Le recours des citoyens, c'est, si vous n'êtes pas content, vous voterez pour quelqu'un d'autre à la prochaine élection. Mais tu n'as pas un mécanisme qui rend les élus redevables envers leurs électeurs. Exactement. L'exemple que je peux donner qui me vient en tête, c'est la démission de Fitzgibbon. Oui. Qui avait perdu le goût de la politique ou il avait perdu le goût. Oh oui. Combien de fois on l'a interpellé, ce monsieur-là, parce qu'il se trouvait mêlé à plein de choses, parce qu'il était en collision avec plein de choses, mais oh non, c'est un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qu'on a fait venir parce qu'il n'avait soi-disant pas besoin de la politique, il était là pour rendre service, entre guillemets. Voici qu'aujourd'hui il décide, entre guillemets. Tu vois, il n'a plus le goût. Voilà, il n'a plus le goût. Il n'a plus le goût. Tu as élu en tout cas, pour 4 ans. Mais le point, c'est la loi, le mécanisme, qui est aussi une demande qui existe depuis longtemps, c'est que les élus aient des comptes à rendre. Tout à fait. Puis s'ils ne sont pas capables d'avoir les comptes à rendre, on aura le droit de les destituer. Exact. Tu perds ta job. Moi, si je fais quelque chose de croche, je perds ma job. Alors, Dis qui ils sont, that's it. 19h30 minutes, ça passe vite. Je voudrais bien que Mme Dandonneau reste plus longtemps encore, mais de toute façon, elle va revenir. Est-ce que j'ai déjà dit que tu es chez toi? Oui. Attends. Est-ce que j'ai déjà dit que tu es chez toi ici? Oui. Donc, quand tu viens une fois, sache que tu es membre, tu reviens toujours. Oh, oui. Excellent. Surtout qu'on a de bonnes choses à dire. Moi, je te l'ai dit, il faut commencer à remplir les sièges ici. Ouais, justement. On fait ça tout par Zoom. Là. Moi, les Zoom, là, je n'ai juste que là. De temps en temps, on n'a pas le choix, la personne est loin, etc. Mais si on est capable de les avoir ici, c'est ça. Là, on commence à... Mais vous savez, l'autre personne que vous voyez, que tu vois, Donald, derrière toi, on va l'inviter parce qu'elle est directement dans le système scolaire. Elle est capable de nous dire plein de choses concrètement. Parce que souvent, il y a la théorie, mais il y a la pratique aussi. On a besoin de voir avec les gens, de décortiquer pour que les gens sachent exactement ce qui leur touche de près. Madame Dandonneau. Oui. Alors, on avait
La première partie, qu'on parlait aux gens, décortiquer, expliquer le système de vote, qu'est-ce qui se passe là-dedans, tout ça, cette pratique aujourd'hui, pratico-pratique, c'est-à-dire la deuxième partie qu'on avait mentionné, à savoir les élections à venir partielles. C'est une chose concrète. Allez-y. OK, alors, ce qui se passe en ce moment, c'est que dans la salle Aimant-Verdun, il y a une élection fédérale partielle qui est en cours. La particularité de cette élection, et c'est très important, c'est qu'il y a une initiative qui a été prise, qui a été faite dans 4 autres élections avant, et dans celle-ci, ça s'appelle le projet du bulletin de vote le plus long. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Le projet du bulletin de vote le plus long, c'est une quantité X de candidats qui se présentent comme indépendants avec une seule demande. Dire non au système uninominal majoritaire à un tour. À l'élection partielle qui a lieu en ce moment, il y a 91 candidats d'inscrits qui font campagne. Il y en a 79 qui sont des candidats indépendants ou de petits partis qui sont avec cette campagne-là pour dire non au système uninominal à un tour. Les autres, c'est soit les gros partis ou quelques partis autres indépendants. Le point principal de cette initiative-là, qui a été entreprise, comme je vous dis, 4 à 4 occasions, c'est qu'en 2015, le gouvernement Trudeau avait promis, comme vous vous rappellerez, que plus jamais au Canada, on va voter avec le système uninominal à un tour. Et il y a eu différents travaux, etc. Puis en bout de ligne, le projet a été mis à la poubelle. Au Québec, on a eu la même chose. Legault avait formé un groupe pour dire qu'il faut changer notre mode de scrutin et il l'a mis aussi à la poubelle. Alors, cette initiative-là citoyenne vise à forcer ou remettre sur la table la discussion pour moderniser notre système électoral. Fait que c'est une initiative que les gens dans la circonscription ont été invités à voter pour dire non à ce système électoral, le système de vote uninominal un tour, qui fait que tu votes pour des gens qui vont agir contre toi. Et qui vont et ce système-là qui fait que tu as quelqu'un qui peut être élu avec 23% du vote et il va être majoritaire et parler en ton nom. Alors, c'est un geste d'opposition, mais c'est aussi un geste pour favoriser cette discussion-là. C'est une initiative où ils ont eu des élections, participé aux élections partielles dans Toronto-Saint-Paul, je m'excuse. Et ils avaient 79 candidats, 84. Oui, en tout. Il y a eu 84 candidats. Élection Canada a dû changer le bulletin de vote, évidemment, qui est sur 2 colonnes, qui mesure 90 cm par 130 cm. En tout cas, ils ont été obligés de s'adapter. Mais la majorité des candidats, c'est pas quelque chose de marginal. La majorité des candidats exigent de mettre fin au système uninominal à un tour. Fait que ça force la discussion. Et, si on peut dire, les médias, les gros médias, même la presse, l'éditorial de la presse était sorti pour dire que c'est une atteinte à la démocratie. De faire ça? Oui. Ah bon? Que c'est des candidats bidons, qu'il y a eu une autre histoire qu'ils ont racontée. Mais, en ce moment, la discussion se mène. Parce que, entre autres, le journal local qui fait il y a eu différentes couvertures médiatiques, mais l'explication de cette initiative-là, c'est pas une bouffonnerie. C'est sérieusement mettre sur la place publique, demander aux gens, parlez en votre nom, dites non à ce système-là, parce que tu votes pour un ou un autre, tu perds ton vote. Tu sais, t'as les libéraux, quelqu'un nous a dit, ça va peut-être favoriser l'élection des conservateurs. Mais qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce qu'on va gagner? De toute façon, tu perds. Tu perds.
ou qu'il va y avoir trop de candidats. Mais il y en a juste 4, puis tu perds pareil. Tout à fait. Donc, la majorité donne cette possibilité-là. Choisis un candidat indépendant qui défend ça. Ça va donner une expression très populaire à cette demande-là. Fait que c'est une initiative qui est excellente. Parce que ça montre... Parce que l'élection ou le système électoral, finalement, ne veut pas que les citoyens parlent en leur nom. Il veut que les citoyens choisissent quelqu'un qui va parler en ton nom, mais qui finalement, soit qu'il y ait un programme de promesses. Exactement. Parce que, tu sais, pourquoi une élection, c'est pas une occasion d'une grande discussion collective? Quel problème on veut résoudre? Et qui est le meilleur que nous, ensemble, on va choisir, nominer nos candidats, puis lui, on va le backer. Puis on va l'aider parce qu'on n'a plus le programme. C'est important, le programme qu'on a adopté ensemble. C'est juste de susciter l'imagination sur, il y a des alternatives, il y a des initiatives, mais les citoyens, ça prend ces actions-là d'initiatives qui donnent l'occasion aux gens de parler en leur nom. Et tout au moins, les gens ont l'occasion de dire qu'ils ne veulent pas ce qui existe. Exact. On refuse. Oui. Fait que c'est une initiative qui est très positive. Puis, bon, l'élection a lieu le 16 septembre prochain. Et c'est ça, c'est eu tout un effort parce que ce que ça veut dire aussi, c'est que au départ, il y avait 109 candidats. La première étape, c'est de ramasser 100 signatures par candidat pour pouvoir être officiellement reconnu comme candidat. Fait que 13 000 personnes ont signé, 13 000 signatures ont été nécessaires pour ces candidats-là. Ça montre qu'il y a un intérêt aussi. C'est pas majeur. Alors, ce que demande la loi électorale, c'est avoir ces signatures-là, mais pas un certain fonds pour pouvoir y participer, non? Non, c'est bon que tu mentionnes ça, parce qu'avant, au fédéral, il y a plusieurs années, je pense que c'est 2013, jusqu'à 2013, les gens qui voulaient se présenter, n'importe qui, devaient faire un dépôt de 1 000 $. Et grâce, entre autres, à la personne qui a lancé le bulletin pour un bulletin de vote le plus long à l'époque, lui avait contesté la loi électorale sur la base que c'est une discrimination. Même si le montant est remboursé 6 mois plus tard, 1 000 $, c'est 1 000 $. Tout à fait. Et il a gagné. Alors, c'est plus nécessaire d'avoir 1 000 $, mais chaque personne qui se présente doit avoir l'approbation de 100 électeurs de la circonscription. C'est correct, ça. Oui. Je pense que c'est bien déjà, donc les gens qui signent pour vous, vous reconnaissent. Oui. J'accepte que tu présentes, les gens ont un lien déjà avec vous, au moins. Ou il y en a qui vont dire, en tout cas, ça peut pas être pire que ce qu'on a. En tout cas, il y a toutes sortes de réactions, là. Je veux pas en faire une farce, mais quand même, les gens qui ont signé ont approuvé cette démarche-là, de dire non au système uninominal à tour. Quand les gens... je dis ici à Montréal, puis d'autres un peu partout aux États-Unis, quand ils commencent à parler de démocratie directe, est-ce que c'est une forme de ça ou c'est autre chose? Parce que moi, je lis beaucoup sur cette question-là, parce que je suis en train d'écrire justement comment amener la démocratie au niveau, finalement, du peuple par quartier dans un municipal. Et puis c'est les assemblées publiques par le quartier. Ils votent là, ils prennent position là, puis effectivement, ils sont capables de gérer même leur propre quartier. Moi, je suis contre les arrondissements. Je trouve que l'arrondissement, c'est encore une autre façon d'endormir le monde. Donald, plus près du micro. Oui, pour endormir le monde, puis les obliger finalement à être en charge de suivre l'arrondissement. Puis finalement, l'arrondissement, c'est une autre forme qu'on peut déterminer que le parti politique. C'est la même maudite affaire. Donc, moi, je dis, il faut revenir à qu'est-ce qui a toujours, en tout cas pour la ville de Montréal, qui a toujours vu une structure de quartier. Puis le quartier est à la base dans laquelle les gens pouvaient gérer leur propre avenir là, au niveau des assemblées populaires, des comités de citoyens.
Le Front d'action politique, le FRAP, donc j'étais un des fondateurs, c'était ça l'idée. C'était ça l'idée. Évidemment, ils ont tous crissé en prison. Pourquoi? Parce que la crise d'octobre. On a tous passé par la rue Partenay. Donc, mais c'était ça l'idée. Mais tu sais, quand tu lis certains textes, comme aux États-Unis, surtout, ils parlent de direct democracy. C'est ça. Puis ça démontre que ce que vous dites, je pense que c'est un peu ça aussi. C'est la démocratie directe par l'individu, la population, etc. Pas les politiciens qui gèrent. Mais il y a un aspect, c'est sûr que quand on dit qu'il faut moderniser le processus électoral, c'est plus qu'une démocratie directe. Ça veut dire que c'est la loi électorale en ce moment est désuète. Elle est dépassée. Elle est là pour servir ces institutions-là qui sont redevables devant la monarchie ou qui sont reliées, qui représentent. Mm-hmm. Alors, c'est une modernisation complète. Et cette discussion-là doit avoir lieu partout. Parce que ça, c'est important aussi. Quel genre de mécanisme électoral, processus qu'on doit se doter, qui va nous permettre d'avoir un contrôle sur notre destinée, Absolument. sur la richesse qu'on crée, sur les problèmes qu'on veut résoudre. Exactement. Donc, choisir le programme qu'un gouvernement doit réaliser dans une prochaine période, choisir les candidats les meilleurs. Par exemple, dans l'éducation, qui sont les meilleurs pour traiter, puis résoudre, puis poser sur la table les problèmes qu'il y a à résoudre en éducation. La même chose en santé avec les infirmières. Ils sont les mieux placés, on leur refuse. Même on le voit, de toute façon, leurs conventions ne sont pas réglées, mais les choses qu'ils demandent, c'est des conditions de travail qui est liées aux bonnes conditions de soins. Mais il n'y a pas de dichotomie, ça va ensemble. Fait que ça, c'est refusé. De toute façon, ma compréhension de cette chose, c'est que cette monarchie qu'il faut dépasser caduque, qu'il faut en finir avec, mais il faut aussi, quand on éduque les gens, que les gens sachent qu'on ne peut pas remplacer ça par la démocratie bourgeoise. Il faut en finir aussi. C'est le peuple qui doit être maître d'œuvre dans tout ça. C'est-à-dire les gens qui produisent la richesse, les gens qui produisent les idées, les gens qui vont au fond. C'est ces gens-là qui doivent s'auto-gouverner, pas léguer la gouvernance de nos intérêts entre les mains des gens, entre guillemets, non. À l'intérieur de nous, par exemple à Cuba, que je connais un petit peu, je vais voir, c'est à partir des entreprises. Les gens se réunissent dans les entreprises, dans les groupes, dans les quartiers, c'est là qu'ils choisissent leurs représentants. Et de là, il y a un tri qui se fait en fonction de ce que tu as déjà fait dans cette zone-là, dans cette entreprise, dans ce quartier. Les gens te reconnaissent pour ta participation dans ce qu'on appelle le développement de la zone. Là, à ce moment-là, on pense qu'on va avoir quelque chose dans le futur. Mais sinon, alors, Madame Dandeno, il est 19h45, on a quelque chose, on a concocté quelque chose qu'il faut voir. Allez-y avec ce que vous aviez préparé pour nous. Allez-y, continuez. Là, par exemple, on avait... la période des questions. Non, bien sûr, parce que je sais que vous aviez préparé, je voulais que vous terminiez avec tout ce que vous aviez vous-même préparé, mais sinon, on s'était dit, il y a des alternatives, parce que nous subissons quand même ce qu'on est en train de dénoncer, ce qu'on a analysé, qu'on voit qui ne représente pas nos intérêts, mais nous le subissons quand même. Alors là, il y a quand même des alternatives, même si les gens ne sont pas au-devant à pied d'œuvre, mais quand même, dites-nous des alternatives, s'il y en a d'après toi. Mais ça, c'en est une. OK. Comment je pourrais dire, comment élever la culture politique, ce qui est une initiative que vous faites, qu'on peut s'éduquer sur comment ça fonctionne, les problèmes qu'on rencontre, les obstacles, etc. Mais l'aspect important, c'est des initiatives où les gens parlent en leur nom, refusent. Parce que la pression quotidienne, puis si on peut parler une élection, c'est une des périodes les plus dépolitisantes, si on peut dire, parce que c'est un bombardement de pour qui tu vas voter, puis promesses, puis étourdissant. Là. On est en train d'aliéner les gens, c'est-à-dire de laver le cerveau des gens. Vous faites ceci, vous faites ça, si vous ne faites pas ça, vous êtes en dehors, vous êtes marginal. Tandis que non, je peux être contre quelque chose qui est contre moi. Pourquoi je ne dois pas me rebeller contre ça? Exact. Mais non, si tu le fais, c'est comme si tu es marginal. Non,
Fait que là, tu as différentes initiatives. Par exemple, je peux donner l'exemple de notre parti, ce qui n'est pas comment je pourrais dire, c'est une initiative. Tout à fait. On organise, on tient des tables rondes pour discuter de ces différents aspects-là, des enjeux constitutionnels. Et je peux donner le rappel qu'en janvier, on a tenu une série de tables rondes dans différents coins du Québec pour discuter de le document du DGEQ qui s'appelle « Pour une nouvelle vision de la loi électorale ». Et j'avais un ami qui me dit « Bon, Christine, je vais y aller, mais franchement, je ne vois pas en quoi ça me concerne. Et en ayant de la discussion sur qu'est-ce qui était proposé comme modification à la loi électorale, comme nouvelle vision, tout le monde apprend à quel point ils sont concernés, ils sont touchés par ce que la loi électorale propose, comment elle fonctionne et comment les gens sont tenus dans l'ignorance de ces mécanismes-là et de la loi électorale qui assure que le pouvoir des gros partis est maintenu et protégé. Fait que ça, c'est une initiative. On en a tenu plusieurs. À la suite de ça, on a déposé notre opinion à partir des discussions de tout le monde. Juste pour donner un exemple de projet pour une nouvelle vision de la loi électorale. Est-ce que vous en avez entendu parler? Non, moi, c'est... Honnêtement, vous êtes en train de nous parler des choses. Mais dans les médias mainstream, on n'entend jamais parler de ce genre de choses. C'est le directeur général des élections qui a conçu un document de 318 pages où il propose une nouvelle vision de la loi électorale. C'est une consultation qui a eu lieu de décembre à mars et personne n'a entendu parler. Pourtant, la loi électorale concerne tous les citoyens du Québec. Tout à fait. Alors, déjà là, c'est un problème, parce qu'on considère que ça ne va pas intéresser les gens ou je ne sais pas quoi. Mais c'est problématique, parce que la loi électorale affecte tout le monde de mille et une façons, parce que ça élit un gouvernement qui lui va. Puis dans une des tables rondes, juste pour faire une anecdote, on a tenu une table ronde d'un cégep, et les étudiants n'ont pas vu. Pourtant, c'est là que les étudiants, la jeune génération est là, on est préoccupé par le fait que les jeunes sont moins intéressés par la politique. Pas qu'ils sont moins intéressés, ils sont moins intéressés à la vieille politique, à cette façon de faire. C'est ça la différence. Ils ne sont pas intéressés du tout. Ils sont intéressés par toutes sortes de choses, au contraire. Ils sont actifs sur la question anti-guerre, sur la question de la Palestine, sur la question des frais de scolarité. Bon. Et les étudiants dans la table ronde ont dit, mais on n'a pas vu personne venir nous demander notre opinion sur le document. Fait que c'est un beau de problème. Pourtant, les cégeps, il y en a plein au Québec. Là. Et ça, c'est la responsabilité première des médias, entre guillemets, d'État. C'est-à-dire que de véhiculer l'information, de faire connaître, parce que c'est, entre guillemets, dans ces sociétés, à partir de ces médias-là, qu'on informe, qu'on éduque les gens. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Parce qu'ils ont choisi, pour eux, ça ne fait pas partie de l'agenda du système. De la vie de tous les jours des gens. L'autre, en tout cas, tout ça pour dire que la consultation est terminée. Le directeur général des élections va soumettre le bilan des recommandations qu'il a reçues, des consultations qui ont été faites. Là. En tout cas, il y en a eu certaines. À l'Assemblée nationale à l'automne. Et à partir de là, la loi électorale, pour changer la loi électorale, ça prend un projet de loi à partir de ces recommandations-là. Et on va être heureux de pouvoir venir vous en parler. Bien sûr, ça nous ferait plaisir parce que, encore, je ne cesserai de le répéter, nous avons cette responsabilité d'informer les gens, surtout en particulier les auditrices, les auditeurs de Cabaret des idées, parce que cette émission a comme responsabilité et mission d'informer les gens, de faire ce qu'on appelle l'éducation populaire. Parce que ça nous manque, il y a un manquement quelque part. Parce que c'est pas vrai. Moi, je donne un exemple, parce qu'il est 19h51, je donne un exemple. La communauté haïtienne. Depuis que je suis arrivé ici,
je vois en grande partie les Haïtiens votent pour les libéraux. Oh oui, dans ma famille, les entourage, les amis, moi qui suis en fait la politique, ça m'intéresse. C'est ce que je fais toute ma vie. J'ai toujours fait ça, je fais ça tous les jours. Parfois je demande, mais est-ce que vous savez pourquoi vous votez pour les libéraux? Pourquoi? Oh non, c'est parce que j'ai vu, il avait voté, moi depuis que je suis arrivé ici, j'ai vu un tel a voté pour les libéraux. J'ai dit, est-ce que vous savez, telle décision, c'est les libéraux, c'est les conservateurs qui prennent ça contre vous? Bon, écoutez, il avait fait ça une fois pour nous, une fois, ça fait 50 ans, il a fait ça pour nous, mais entre-temps, ils peuvent continuer à nous tuer, ils peuvent continuer à nous appauvrir, ils peuvent continuer à faire en sorte que nos jeunes ne puissent pas aller à l'université, ne puissent pas aller au cégep. D'ailleurs, regardez aujourd'hui, un gouvernement est là, les jeunes en grande partie qui n'ont pas la chance d'aller, ou bien qui ne veulent pas aller à l'université, mais bon an, mal an, ils arrivent au cégep. Bon, maintenant, il n'y a pas de place pour les jeunes pour qu'ils aillent au cégep. Pourquoi? Alors, le Québec n'a pas les moyens de donner une place, d'accepter que tous les jeunes finissant le secondaire d'aller au cégep. Non, on refuse des jeunes d'aller au cégep. Donc, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas. Comment des mères de famille, comment même des jeunes, des parents peuvent accepter quelque chose comme ça? On se casse les bras. Ah, c'est correct, c'est pas... Bon, écoutez, ils prendront les décisions. Non, c'est au moment où l'on entend cette information-là, ça devait interpeller tout le monde pour dire pourquoi. Parce que nous avons les moyens, ici au Québec, pour permettre... Imaginez que ces jeunes-là vont décrocher. Et oui, qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard? C'est dans le banditisme, dans la drogue, la prostitution. C'est là qu'ils vont se retrouver. Après, on va les reprocher de dire que tel groupe ethnique, c'est eux qui sont en prison, ou telle raison, tel ceci, tel... Mais quelle est la responsabilité des gens qu'on avait mis au pouvoir? Mais ils n'avaient pas donné, ils avaient refusé la possibilité à des gens de fréquenter le lieu de l'instruction. Donc, c'est pour ça qu'on fait ces genres de petits débats avec nous autres. On évite des gens. Mais quand il y a des idées, on n'évite pas tout le monde. Ça, je le dis d'emblée. Ce n'est pas tout le monde qui va venir participer à nos émissions. Des lieux de débat, de discussion, pour que les gens puissent prendre une décision éclairée à l'avenir. Alors, madame, messieurs, je vous dis aussi... Et pour rajouter un petit commentaire, le problème de la crise des institutions démocratiques, du système de démocratie libérale, c'est un problème qui a lieu dans tous les pays en ce moment. Absolument, en effet. Absolument. En Haïti, c'est la même chose. C'est un système de corruption, mais c'est un problème posé pour tous les peuples à travers le monde en ce moment parce que les crimes qui sont commis au nom de la démocratie sont absolument ignobles, horribles et inacceptables. Et madame, messieurs, pour terminer, je vous dis, dans toutes les réunions, manifestations que vous voyez pour Haïti, dans les rues de Montréal, les premières personnes qui sont au devant de la scène, ce sont ces gens-là. Parfois, je cherche des Haïtiens, j'en trouve pas, mais ils sont toujours là avec leur pancarte, leur drapeau pour défendre les intérêts du peuple haïtien. Moi, je vous dis, c'est des gens sincères, c'est des gens dignes, c'est des amis, c'est des frères, c'est des sœurs. Alors là, je pense que vous avez intérêt à vous joindre parce que être citoyen d'un pays, c'est les gens avec qui vous vous entendez d'abord et avant tout. Et ensuite, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci, merci.